Et hop, c'est parti. Bonjour à tous. Bonjour. Oh, j'adore. Qu'est-ce que t'as mis là sur tes lèvres? Dis-moi donc. J'ai mis un rouge à lèvres et par-dessus j'ai mis un gloss. Ah ben voilà, le gloss et le rouge à lèvres, c'est absolument magnifique. Vous avez vu? Vous pouvez le regarder, hein, c'est le mouvement perpétuel. C'est le mouvement perpétuel de l'équilibre. Hein. La soumise, le dominant, le grand, le dominant, la soumise, le petit, perpétuellement en mouvement, chacun à sa place. Nous inaugurons ma belle esclave avec son magnifique décolleté. Vous avez vu, je lui ai permis un, un soutien-gorge afin que sa gorge soit mise en valeur, évidemment. Nous inaugurons aujourd'hui avec cette vidéo une petite série de vidéos sur les styles de relations maître-esclave. Alors, pour bien cadrer la réflexion des styles de relations maître-esclave, je ne peux que vous inviter à chercher dans votre culture générale, dans votre imaginaire, dans les choses, dans les récits que vous appréciez, que vous avez lus, que vous avez appréciés, dans les séries, les binômes, c'est-à-dire les personnages ou les personnes qui sont en relation étroite l'une et l'autre, dans une relation qui n'est pas une relation égalitaire. C'est une relation où il y a quelqu'un qui est supérieur à la personne qui peut être entre guillemets inférieur. En tout état de cause, complémentaire. Ceci, c'est l'introduction au style de relation maître-esclave parce que dans l'histoire, dans l'espace et dans le temps, il y a de très nombreuses relations entre des personnes dont les personnalités et les rôles sont parfaitement complémentaires sans être égaux, évidemment. Et on a toujours dit d'ailleurs, je ne sais pas si vous pouvez vous en rappeler, mais lorsque l'on parle de la Déclaration des droits de l'homme, on dit les hommes sont égaux en droit. Hein, on n'a jamais parlé d'une égalité qui serait fantasmée, qui serait encore quelque chose qui serait une invention en dehors de toute réalité. Il y a par exemple, bien entendu, vous avez la dame et son chevalier servant. Alors, c'est passé dans, je dirais, c'est passé dans le langage courant comme quelque chose de peut-être un petit peu trivial. Néanmoins, si on va fouiller du côté de la culture médiévale et du côté de la féodalité, il y a des relations qui ne sont pas égales, mais qui sont très complémentaires, qui sont basées sur des valeurs dont effectivement certaines personnes, comme nous, qui pratiquent les relations maître-esclave, s'inspirent jusque dans le quotidien pour vivre leurs relations. Donc nous pouvons parler par exemple d'une dame qui a à sa disposition un esclave, donc elle est propriétaire de son esclave, et son esclave est un peu dans ce cas-là, si on s'inspire de la féodalité du monde médiéval, pour être un peu vu comme un écuyer. Elle est à cheval, elle a besoin de son écuyer pour s'harnacher, pour monter sur le cheval, pour descendre du cheval. En même temps, elle a besoin d'un écuyer pour s'occuper du cheval, mais plus que d'un écuyer, elle a aussi besoin d'un conseiller et d'un homme qui lui apporte toutes ses vertus et toute sa valeur. Au cœur du monde médiéval et de la féodalité des relations maître-esclave, il y a le serment d'allégeance. C'est-à-dire que le chevalier forme une allégeance à sa dame. C'est-à-dire que l'ensemble de sa vie, de ses compétences, de son service, de son existence, sont voués au bien au travers son appartenance et son allégeance à la dame. Cela peut fonctionner de manière tout à fait à l'inverse. Ça peut être un chevalier ou un roi, par exemple, qui a effectivement une esclave ou un esclave dont il sera entièrement propriétaire, qui a fait vœu et surtout serment d'allégeance. L'allégeance, on peut imaginer par exemple que dans le monde féodal,
il y a des serments d'allégeance qui se traduisent par des hiérarchies, par des obéissances et des hiérarchies en cascade, par exemple. Le chevalier doit allégeance à sa dame, qui, elle, doit allégeance au duc, qui, lui, doit allégeance au roi. Et lorsque, par exemple, le roi fait défaut au duc, le duc se retrouve avec sa dame, à qui il a une allégeance, et la dame ne doit allégeance que l'échelon supérieur, qu'au duc. Et de la même manière, si la dame est en conflit avec les allégeances supérieures, le chevalier ne référera qu'à sa dame. Ce sont des allégeances qui sont strictes entre deux personnes. Et ceci s'élabore sur toute une série de valeurs qu'il est extrêmement sain et extrêmement, à mes yeux, extrêmement important de brasser, de réfléchir, de discuter et surtout de voir comment elles se traduisent dans notre quotidien. Au-delà du serment d'allégeance, au-delà des compétences propres des esclaves comme de la dame, il y a ce service qui s'élabore sur des notions de courage. On parle pour les chevaliers ou pour les je dirais pour les écuyères, par exemple, de courage, de bravoure, de discipline, évidemment, d'honnêteté, de sincérité. Et puis, il y a une expression qui est très féodale et très médiévale, qui existe en anglais que l'on emploie, qu'on n'emploie pas en français. Mais en anglais, ça se dit en français. En anglais, c'est « noblesse oblige ». Le noblesse oblige, et ce sont des termes français qui font partie de la langue anglaise, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'honneur et de la justice. C'est-à-dire que on peut faire un petit sacrifice à des convenances pour, noblesse oblige, honorer quelque chose qui est de l'ordre de l'honneur, du style, de la bienveillance et du service. Il y a quelque chose de l'ordre de je vais sacrifier par exemple à mon confort de marcher, d'enlever mes chaussures pour pouvoir marcher jusqu'à l'hôtel par exemple, mais je vais conserver mes chaussures et je vais conserver une posture et une marche droite pour pouvoir effectivement exprimer, noblesse oblige, que j'ai le respect des valeurs féodales et médiévales. Et je dois le respect à la dame ou au seigneur à qui j'ai fait allégeance. C'est un petit sacrifice pour justement ces valeurs-là. Qu'en dis-tu, ma belle esclave? Toi, tu serais plus, si on va un petit peu dans les styles féodaux, parce que dans le monde médiéval, vous avez aussi les dragons. Et on peut avoir très bien le chasseur et dompteur de dragons qui devient propriétaire d'une jeune et belle dragonne qui lui a fait allégeance et qui a mis à ses pieds tous ses pouvoirs de dragon et de belle dragonne, on pourrait dire cela. On peut s'en inspirer, effectivement. Je ne peux que vous inviter à vous tourner vers des récits médiévaux, évidemment, au-delà du roi Arthur. Il y en a d'autres, des récits de dragons, il y en a soit sous forme de séries, soit sous forme de livres. Tout cela qui brasse lorsque vous vous attachez à des personnages dont les couples sont complémentaires et dont les serments d'allégeance sont connus et reconnus, à faire attention à quelle manière justement ceci se montre dans l'histoire et comment ceci se montre au quotidien. Il y a quelque chose, on parlera plus tard des esclaves et des modèles maîtres-esclaves romains et grecs, mais il y a quelque chose inspiré du monde grec qui perdure dans le monde médiéval, c'est le côté talent et compétence. Nombreuses étaient les esclaves du temps des Romains et des Grecs qui étaient des artisans. Donc des artisans disposant d'un savoir-faire extrêmement pointu, extrêmement reconnu. Ces esclaves, tous esclaves qu'ils étaient, restaient artisans, boulangers, bourreliers, enfin, travaillant le cuir, travaillant le métal, etc., étaient toujours aux mains d'un propriétaire. Néanmoins, leur talent était au service des patriciens et au service de la cité. C'était des talents
d'une évidence telle que personne ne remettait en question ni leurs compétences, ni leur savoir, et ils avaient pour cela un grand nombre de considérations, et de même de considérations de la part de leurs propriétaires, évidemment. Dans le monde médiéval, un page, un serviteur, une écuyère, une dame de compagnie, par exemple, a des compétences que le propriétaire, la dame ou le chevalier n'a pas. Et en cela, il ou elle a la responsabilité de développer ses compétences. Et c'est aussi à son propriétaire de lui apporter tous les outils qui lui permettent de déployer ses compétences qu'elle mettra ou qu'il mettra évidemment au service plein et entier de sa dame auprès de qui il a fait allégeance, ou du chevalier ou du seigneur auprès de qui elle a fait allégeance. Il ne manque pas dans l'histoire des images de femmes puissantes, qu'on arrête de nous bassiner avec ces féminismes de pacotille et de marketing. Les femmes, lorsqu'elles sont puissantes, ont toute liberté de le faire et de l'être. Donc pour celles qui sont en couple avec des soumis qui souhaitent s'inspirer, ou ne serait-ce que lors d'une soirée au coin du feu, discuter d'un style médiéval, peuvent s'inspirer de ces valeurs et peuvent s'inspirer de, je ne sais pas, Jeanne d'Arc et l'honneur d'Aquitaine, la reine Victoria, par exemple, premier, dont vous pouvez percevoir les caractères dans les récits qui nous sont laissés. Je vous renvoie aussi à la chanson de Roland, où les vertus chevaleresques et du monde médiéval sont bien mises en valeur. Il y a quelque chose de l'ordre de la justice aussi, oui, le chevalier servant va défendre la veuve et l'orphelin. Alors, à la pitié, par exemple, qui est mercy en anglais, la pitié, on peut transcrire cela aujourd'hui par la compassion, par exemple. L'humilité, qui est une valeur extrêmement forte, s'applique dans la vie courante pour nous tous, dans la modestie, par exemple. Donc, il y a une réflexion intéressante dans la transposition de ces vertus et de ces actions dans nos quotidiens. Moi, j'apprécie particulièrement, esclave, lorsque je suis prêt à sortir, que tu me tendes mon manteau, afin que je puisse l'enfiler sans effort, et que à genoux, tu fasses mes lacets. Et lorsque nous rentrons de notre petit exercice le matin, on va marcher dans la nature tous les matins, et lorsque nous rentrons le matin et que tu t'agenouilles face à moi pour enlever mes lacets et m'aider à défaire mes chaussures, il y a quelque chose de l'ordre du page et de l'écuyer. Il y a quelque chose de l'ordre du seigneur et maître, effectivement. J'ai lu aussi quelques témoignages et je terminerai là-dessus parce qu'on peut aussi se référer à l'époque médiévale pour parler du roi ou de la reine. Le roi, en tant que représentant du pouvoir divin sur la terre, c'est-à-dire nommé de l'ordre cosmique pour régner, règne sans partage et règne sans aucune discussion, aucune remise en question. Et il en va du roi propriétaire d'un ou d'une esclave, ou de la reine propriétaire d'un ou d'une esclave, d'avoir en main un pouvoir absolu. D'avoir droit de vie et de mort sur son esclave. Attention, c'est puni par la loi, et puis on est bien embêté une fois qu'on s'en est débarrassé. Et le but n'est pas du tout cela. Néanmoins, il y a des couples maître-esclave qui fonctionnent ainsi, et le roi peut même avoir une reine, posséder une esclave. Il lui sera bon de bien la traiter, parce qu'une esclave sert corps et âme totalement. Si le roi devient fou, le roi a encore tous ses pouvoirs. Donc, il y a des relations maître-esclave qui s'inspirent de ce côté absolu qui va jusqu'au CNC, c'est-à-dire le consentement non consenti. Le roi ou la reine peut agir exactement comme il se doit. Elle en assume, évidemment, les conséquences. Néanmoins, il y a des esclaves pour qui il est extrêmement bon et pour qui la servitude ne peut pas être vécue autrement que de se donner à 100%.
quoi qu'il arrive, et de trouver leur plaisir de vivre véritablement dans l'obéissance absolue à un roi ou à une reine qui règne sans partage ni discussion. Ceci existe, vous pouvez vous en inspirer, ceci existe. Il y a des pays entiers qui ont été mis à genoux par des rois fous. Retenez-le bien, l'histoire nous le montre, nous l'explique. Donc avant de vous engager dans ce type de relation, que vous ayez envie d'être roi ou reine à ce titre, ou que vous ayez envie d'être esclave d'un roi ou d'une reine qui régnera sans partage, réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Il y a, dans certaines dimensions de style de relation maître-esclave, des relations qui sont sans retour. Des relations qui sont décidées dès le départ, marquées du sceau de l'infini, et de, ça ne se discutera plus jamais, du définitif. Donc, soyez clair avec vous-même si vous vous engagez ainsi avec quelqu'un qui vous demandera du définitif. Je me souviens, au début des relations maître-esclave, lorsqu'elles ont commencé à être entre guillemets un peu popularisées, c'est-à-dire à partir des années 2000, ça remonte quand même, il y avait un fabricant de colliers Axmar, de colliers, un fabricant allemand qui fabriquait, qui a toujours, et je crois, d'ailleurs ça fait longtemps que je n'y suis pas allé, mais qui propose un collier métallique dont la fermeture est définitive, qui est un collier assez lourd, qui doit être épais, qui doit faire 1 cm d'épaisseur, donc d'épaisseur, hein, j'entends. C'est pas un jonc, mais qui, une fois fermé, ne peut pas être enlevé à part à la forge. Et pour pouvoir couper un tel morceau d'acier, je ne suis pas forgeron, ni spécialiste. Je connais comment l'industrie coupe des tôles épaisses comme ça, évidemment en plasma, mais je ne sais pas du tout comment on pourrait débarrasser un ou une esclave d'un collier comme ça qui soit définitif. Donc ça existe, soyez prudents. Hein, soyez prudents, d'une manière générale. Soyez prudents. En tout état de propos, je ne peux que vous inviter à regarder le monde médiéval avec le regard curieux et intéressé des valeurs qu'il porte et de ces serments d'allégeance qui sont tout à l'honneur des personnes qui choisissent librement de vivre maître-esclave ou maîtresse-esclave dans leur intimité et dans leur vie et dans leurs relations permanentes. Voilà ce que j'avais à vous dire. C'était la première vidéo de la petite série sur les styles maître-esclave. La prochaine fois, nous parlerons des esclaves grecs et des esclaves romains, des propriétaires et des patriciens romains et grecs. Voilà, on va dépoussiérer un petit peu quelques idées reçues, ma foi, et puis voir exactement aussi de quelle manière nous pouvons tirer des plaisirs absolument uniques de nos relations totalement inégales, de nos échanges de pouvoir permanents, de notre domination et de notre soumission acceptée, pleinement consentie. Voilà, on fait comme on a dit, je vous souhaite une bonne semaine, les pouces en l'air, voilà, montre-nous un petit peu, allez, va montrer un petit peu à nos abonnés, comme tu es ravissante et comme ton décolleté est ravissant. J'adore. J'adore les belles petites fesses de ma magnifique esclave Lina. Voilà, bonne semaine. Faites comme on a dit, partagez, portez-vous bien, prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao, ciao.